Alors donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Stéphanie Tchombiano, je suis maîtresse de conférences associée dans le département de sciences politiques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille sur les questions de santé mondiale. Et donc je vais avoir le plaisir de modérer cette deuxième table ronde sur la dimension internationale de notre responsabilité face au climat et plus particulièrement sur les enjeux de justice climatique. Alors pour replacer cette table ronde dans le fil conducteur de la journée, donc je vous rappelle un petit peu la logique en entonnoir d'une certaine manière qui est la nôtre pour toute cette journée d'études. La première table ronde donc portée sur nos responsabilités à l'égard du vivant et avec le vivant dans sa globalité. On va maintenant resserrer la focale avec cette deuxième table ronde sur la dimension internationale de la lutte contre le changement climatique. Puis on s'interrogera cet après-midi sur deux autres niveaux de responsabilité. La responsabilité au niveau local, au niveau territorial et enfin la responsabilité au niveau individuel. Donc on passe donc vraiment du plus global, je dirais d'une certaine manière, au plus particulier. Donc je vais tout de suite vous présenter les trois intervenants de cette table ronde, puis je prendrai quelques minutes pour introduire la discussion. Alors j'ai d'abord le plaisir de vous présenter Michel Bourban, qui est ici à ma droite, qui est philosophe, spécialiste de l'éthique environnementale, qui mène des recherches en philosophie politique, philosophie morale et philosophie du droit, mais aussi en sciences sociales et en sciences politiques. Donc Michel est assistant professeur à l'université de Twente, aux Pays-Bas. Et dans son intervention, il va poser les bases philosophiques d'une réflexion sur la justice environnementale au niveau international et notamment revenir sur quelques concepts importants qu'on mobilise régulièrement pour penser ces questions au niveau international. Ensuite, je vous présente Jérémy Suissa, donc qui est juste à ma gauche, qui est le délégué général de Notre Affaire à tous, donc association française bien connue, spécialisée dans la défense de la justice climatique. Et donc, il nous expliquera de quelle manière est-ce qu'on peut saisir le droit pour faire pression sur les États et évidemment les questions éthiques que cela pose. Et enfin, je vous présente donc Yann Robiou-Dupont, qui est non seulement climatologue et chercheur à l'université d'Andrecht aux Pays-Bas. Décidément, on dirait que nos amis hollandais sont à la pointe sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui et qui est aussi impliqué dans le conseil aux petits États insulaires et aux pays à revenus limités, puisqu'il les accompagne régulièrement dans des négociations internationales ou dans le cadre de leurs actions en justice contre différents acteurs de différents pays, notamment l'Australie, les Pays-Bas ou encore l'Union européenne. Et donc, il va partager avec nous son expérience de conseil, justement, à ces différents pays pour une justice environnementale plus importante au niveau international. Donc, en gros, un philosophe, un acteur de la société civile et un climatologue pour penser avec nous les questions éthiques qui se posent dans la lutte contre le changement climatique au niveau international. Alors, quelques mots d'introduction donc à la discussion avant de donner la parole à Michel Bourban. Alors la dimension mondiale de l'urgence climatique ne fait aucun doute. Nos interdépendances sont évidentes en la matière. On les a évoquées déjà. Tous les pays du monde ressentent les effets du changement climatique, notamment sur la santé de leurs ressortissants. Tous les pays du monde sont menacés. Tous les pays du monde doivent aujourd'hui assumer leurs responsabilités. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé à plusieurs reprises un appel aux dirigeants du monde, considérant le changement climatique comme, je cite, une menace existentielle pour la planète et pour nos vies mêmes. Alors si tout le monde s'accorde sur ce principe d'une action conjointe à l'échelle de la planète, qui effectivement donne le vertige, pour reprendre des termes évoqués pendant la précédente table ronde, tous reconnaissent aussi que les États n'ont pas les mêmes responsabilités dans la crise climatique, ni les mêmes moyens, ni les mêmes capacités à lui faire face. Et c'est là, évidemment, que la question éthique prend tout son intérêt. Tout à l'heure, dans son introduction, Fabrice Gzil disait que nous ne sommes pas égaux face au changement climatique. C'est vrai à l'échelle d'une société, c'est vrai aussi à l'échelle du monde tout entier. Donc on est ici confronté à une question de justice environnementale. Non seulement les pays qui n'ont pas contribué aux causes du changement climatique le plus sont ceux qui subissent le plus durement les effets du réchauffement planétaire, mais en plus, ils sont ceux qui ont le moins de moyens pour mettre en place des politiques d'atténuation ou d'adaptation dignes de ce nom. Voilà, donc finalement, on voit bien que la lutte pour l'environnement au niveau international
pose de nombreux dilemmes, des désaccords, des questions éthiques qui sont importantes et sur lesquelles donc, on vous propose de réfléchir pendant cette table ronde. Et donc je vais vous donner quelques-unes de ces questions en introduction. Les voilà. Donc comment se fixer des objectifs communs tout en laissant à chaque État la liberté de décider de ce qui est bon pour lui et ses administrés, et le faut-il? Comment encourager des actions concertées à l'échelle de la planète tout entière, tout en respectant des contextes nationaux, politiques, économiques, sanitaires qui sont parfois extrêmement différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un monde à l'autre? Sur quels critères peut-on estimer qu'une transition est juste et équitable? Comment repenser une géopolitique mondiale? À partir de quel seuil concret d'inégalité peut-on véritablement parler d'injustice? Comment évaluer les rôles et responsabilités des différents pays et des différents acteurs, notamment les États, les entreprises multinationales? Comment mesurer l'acceptabilité de mesures contraignantes pour des pays qui n'ont pas contribué, ou en tout cas de manière partielle, à l'urgence actuelle? Comment partager l'effort? Comment se protéger des stratégies d'empire et des logiques coloniales qu'on évoquait là aussi tout à l'heure dans la première table ronde? Quelle serait une répartition équitable des coûts de telles politiques? Et finalement, comment concilier l'idéal de justice et de faisabilité politique? Et c'est vrai que cette table ronde, je pense, va être un peu plus opérationnelle d'une certaine manière que la précédente. Le format va être également un petit peu différent. Je vais donner la parole à chacun des intervenants pour une quinzaine de minutes. Chaque prise de parole sera entrecoupée d'un bref temps d'échange si vous avez des questions de clarification sur les différentes présentations. Et puis on aura à la fin des 3 présentations un temps plus important pour discuter de manière collective. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer donc la parole à Michel Bourban, donc qui est, comme je vous le disais, philosophe et qui donc va un petit peu poser les bases philosophiques d'une réflexion sur la justice environnementale. Voilà, Michel. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Merci avant tout aux organisatrices et aux organisateurs de cet événement pour m'avoir invité. Merci également à l'Académie du Climat pour accueillir cette journée de recherche. Donc j'attends juste que mes slides se chargent. Parfait, merci. Parfait, merci. Donc voilà, je voulais commencer ma présentation sur cette citation du dernier rapport du GIEC qui met bien les choses en contexte, notamment du point de vue de la question de la santé. Donc selon ce dernier rapport qui résume l'état des connaissances sur le réchauffement climatique, nous avons désormais assez de preuves scientifiques pour arriver au constat suivant: le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Donc cette idée de santé de la planète est très intéressante. Il ne s'agit pas seulement de la santé humaine, il s'agit également de la santé non humaine. Et ici, c'est vraiment une approche holiste, au-delà de l'approche individualiste, centrée sur les humains. C'est également non anthropocentriste. La planète elle-même a la santé menacée par le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore une fenêtre d'opportunité pour protéger la santé de la planète. La mauvaise nouvelle, c'est que cette fenêtre d'opportunité est brève et est en train de se fermer très rapidement. Et ce qu'il faut faire pour protéger la santé de la planète, il s'agit non seulement d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de lutter pour s'adapter en tant qu'humain, mais aussi parfois aider certains écosystèmes et même certaines espèces à s'adapter aux impacts du réchauffement climatique. Donc le cadre pour cette lutte contre le réchauffement climatique a déjà été posé au début des années 90 par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. J'aime bien toujours rappeler cette phrase qui montre à quel point les notions philosophiques jouent un rôle central finalement dans les négociations climatiques, étant donné qu'en 1992, les États se sont engagés à empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique sur la base de l'équité, des responsabilités communes et différenciées et des capacités respectives. Donc nous avons les notions d'équité, de responsabilité et de capacité qui sont des notions philosophiques très fortes, et nous voyons ici que ces notions philosophiques jouent finalement un rôle crucial lorsqu'il s'agit de penser la lutte contre le réchauffement climatique au niveau mondial. L'accord de Paris a précisé en quoi le réchauffement climatique peut devenir dangereux, en expliquant que le réchauffement dangereux se situe entre 1,5 et 2 degrés au niveau de l'augmentation des températures mondiales.
Donc c'est ça l'objectif qu'il faut se fixer pour arriver à protéger la santé de la planète. Nous nous trouvons aujourd'hui ici, et si on met en place les politiques que les États se sont engagés à mettre en œuvre d'ici la fin du siècle, nous sommes sur une trajectoire de réchauffement moyen autour des 3,2 degrés Celsius, très au-delà de la limite fixée entre 1,5 et 2 degrés par l'accord de Paris. En effet, si nous voulons arriver à limiter à 2 degrés, il faudrait suivre cette courbe verte, et 1,5, cette courbe bleue. Donc nous sommes aujourd'hui dans le rouge, en train de nous diriger vers les 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Et si nous passons certains points de basculement dans le système climatique, il est tout à fait possible que nous soyons encore plus haut. Donc voilà une autre représentation schématique des futurs possibles. Nous avons un monde à 1,5 degré de réchauffement qui est représenté ici, avec les couleurs. Plus les couleurs sont foncées, plus les jours consécutifs chauds sont nombreux et les impacts sur la santé importants. Nous avons ici un monde à 2 degrés et un monde à 3, voire à 4 degrés. Donc ici, vous voyez les différentes représentations des mondes possibles. Et ces mondes possibles soulèvent des questions de justice importantes, étant donné que chaque trajectoire, si l'on vise 1,5, 2, 3 degrés ou plus, à chaque fois, nous avons des distributions de coûts et de bénéfices de politiques climatiques qui sont très différents, à la fois au niveau mondial, mais aussi entre les générations. Le CO2 reste dans l'atmosphère pendant plusieurs centaines d'années, voire pendant plusieurs milliers d'années, ce qui veut dire que les actions des générations passées, depuis la révolution industrielle, ont des impacts sur nos modes de vie et notre santé, et que nos actions aujourd'hui auront des impacts également sur la santé et les modes de vie des générations futures. Donc la question de la distribution, qui est une question de justice distributive, se pose à la fois au niveau global et au niveau intergénérationnel. Et on l'a déjà souligné tout à l'heure, à la fois en introduction et dans la première table ronde, mais je pense que c'est une des données les plus importantes qui convient d'être répétée, c'est que ces coûts du changement climatique sont inégalement répartis entre les régions du monde. Et c'est aussi pour ça qu'il s'agit d'un problème de justice et d'un problème éthique, c'est que nous faisons face à des inégalités qui sont radicales, étant donné que les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, notamment les petits États insulaires mentionnés tout à l'heure, sont dans la plupart des cas ceux qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Donc les plus vulnérables sont les moins responsables. Et inversement, les plus responsables sont souvent les moins vulnérables. Et lorsqu'on essaye de définir un objet de limitation du réchauffement climatique, à nouveau 1,5, 2 degrés, 3 degrés, nous avons chaque fois un problème de justice distributive, puisque chaque choix a des différentes allocations possibles de bénéfices et de coûts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je voudrais structurer mon propos autour de ces 3 thématiques. Premièrement, faire le lien entre le changement climatique et le droit à la santé, qui est un droit humain fondamental. Deuxièmement, faire le lien entre cette question du droit à la santé et les devoirs de justice. Les droits humains sont toujours systématiquement corrélés à des devoirs. Donc, je voudrais brièvement explorer ce lien de corrélation. Et troisièmement, on arrive à la question la plus importante de cette table ronde, qui est celle de la responsabilité des États. Donc voici un autre schéma qui permet aussi de comprendre un peu l'ampleur de l'impact du réchauffement climatique sur la santé déjà aujourd'hui. Plus la couleur que vous voyez dans ces pastilles est foncée, plus le degré d'attribution au réchauffement climatique est certain. Et à chaque fois que vous avez un moins, cela veut dire que l'impact du réchauffement climatique est négatif. Donc vous avez les maladies infectieuses, les problèmes de malnutrition, les problèmes de santé mentale et aussi les problèmes de déplacement de population causés par le réchauffement climatique. Ici, vous avez le niveau global et vous voyez très clairement au niveau global, les impacts du réchauffement climatique sur la santé sont de manière très claire négatifs et sur certaines régions du monde, notamment en Afrique, nous voyons également que le degré de certitude d'attribution du réchauffement climatique aux impacts sur la santé est très élevé. Donc déjà, dès aujourd'hui, ces problèmes sont observés et on sait que plus le temps passera et plus les températures augmenteront, plus ces impacts sur la santé seront graves. Donc pour traduire ce schéma en certains énoncés, le GIEC souligne que le changement climatique a déjà eu des effets néfastes à la fois sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. Sur la santé physique,
Le GIEC observe une augmentation de la mortalité et de la morbidité humaine en raison des épisodes de chaleur, des problèmes de maladies d'origine alimentaire et hydrique, et aussi l'incidence des maladies à transmission vectorielle. On peut penser ici à la malaria, transmise notamment par le moustique tigre. Mais il y a également le problème de la santé psychologique ou psychique, qui sont dus notamment à l'augmentation des températures. Ici, le GIEC parle des populations qui sont directement touchées déjà par les effets du réchauffement climatique, ce qui crée des traumatismes causés par des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et la perte des moyens de subsistance. Mais nous savons aussi qu'il n'y a pas besoin d'être exposé directement aux impacts du réchauffement climatique pour avoir des problèmes de santé mentale, notamment si on parle d'anxiété climatique ou d'éco-anxiété. Nous savons que les populations les plus vulnérables à ce problème aujourd'hui sont notamment les plus jeunes et les enfants. Et même s'ils vivent dans des pays riches, développés, qui peuvent très bien se protéger contre le réchauffement climatique, l'impact sur leur santé mentale est déjà très important. Et aux personnes qui subissent directement les effets du réchauffement climatique et aux enfants et aux jeunes, nous pouvons rajouter également les scientifiques eux-mêmes. Si on regarde dans les populations les plus vulnérables à l'éco-anxiété et à l'anxiété climatique, nous voyons que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le sujet ont un degré d'anxiété plus élevé, notamment les auteurs des rapports du GIEC. Donc le GIEC insiste sur le fait que les risques en termes de santé, notamment, ne sont pas répartis uniformément, et ils sont généralement plus grands pour les populations et les collectivités défavorisées de tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Donc ici, on explique pourquoi il y a différents degrés de vulnérabilité au réchauffement climatique. Qu'est-ce que la vulnérabilité? On peut la comprendre comme une sorte de prédisposition à subir des dommages. Et cette prédisposition dépend de différents facteurs, notamment l'exposition, la sensibilité aux dommages, la capacité à s'adapter et à faire face aux menaces. Et le GIEC observe que les différences de vulnérabilité et d'observation résultant de facteurs de stress résultent de facteurs de stress non climatiques. Donc nous sommes plus vulnérables au réchauffement climatique, non seulement à cause d'événements climatiques, mais aussi à cause de là où nous venons socialement notamment. Les inégalités sont multidimensionnelles et causées par un développement inégal. Donc ce que vous voyez dans cette figure, ce sont les différentes dimensions de la vulnérabilité, comme le genre, la classe sociale ou encore l'âge. Et nous voyons que plus nous avons de dimensions de vulnérabilité, plus la capacité à pouvoir s'adapter aux impacts du réchauffement climatique va être réduite. Donc ça, c'est un élément important à se rappeler. La vulnérabilité au réchauffement climatique ne dépend pas que des impacts et des aléas climatiques, elle dépend également du background social duquel nous venons. Donc pour expliquer en quels termes nous pouvons parler d'injustice climatique, comment est-ce que nous passons de la question des inégalités à la question de l'injustice à proprement parler, un cadre d'analyse pertinent est le cadre des droits humains. Et ici, l'idée, c'est de dire que les droits humains fondamentaux sont caractérisés par ces 4 éléments importants. Un droit humain de base remplit toujours ces 4 conditions. Premièrement, les personnes jouissent de ces droits en vertu de leur seule humanité, quelles que soient les actions qu'ils ont commises de leur vivant, ils continuent à jouir de ces droits. Deuxièmement, ces droits fondamentaux établissent un seuil moral absolu en dessous duquel personne ne devrait tomber. Troisièmement, chacun a un devoir de justice de ne pas les violer ou de ne pas contribuer à les violer. Et quatrièmement, ils sont prioritaires par rapport aux autres normes morales. Par exemple, si on pense à l'augmentation de l'utilité collective, à partir du moment où l'augmentation de l'utilité implique une violation d'un quelconque droit humain, le droit humain prend toujours la priorité.
Donc si on pense aux droits humains menacés par le réchauffement climatique, il y en a énormément. Mais si on essaye de se restreindre aux droits de base, qui sont des droits qui sont conditions de possibilité des autres droits humains, ce sont des droits transcendantaux, on peut penser notamment à ces 3 droits, le droit à la vie, à la subsistance et à la santé. Il y a toujours de multiples manières de définir les droits humains. Ici, je propose une définition très minimaliste en termes de droits négatifs. Donc par exemple, le droit à la vie, interprété comme un droit négatif, consiste simplement en un droit à ne pas être arbitrairement privé de sa vie par les conséquences d'autrui. Le droit à la subsistance, c'est un droit à ne pas être privé des moyens de subsistance à cause des conséquences des actions d'autrui. Et le droit à la santé revient au droit à ne pas avoir sa santé mise en danger par les conséquences des actions d'autrui. Même avec une interprétation minimaliste comme ça, de multiples impacts du réchauffement climatique viennent menacer ces droits humains. Et à nouveau, il s'agit seulement de droits humains fondamentaux. On peut très bien élargir la focale et dire d'autres droits humains sont également menacés directement par les impacts climatiques. Par exemple, le droit de ne pas être forcé de quitter son lieu de vie, notamment les réfugiés climatiques, mais aussi ce qu'on peut appeler des exilés climatiques, des habitants des petits États insulaires qui vont perdre leur territoire, leur lieu de vie, où ils sont nés, où ils ont grandi, et vont devoir migrer et savoir qu'ils ne pourront plus jamais revenir sur leur lieu de vie, étant donné qu'il va disparaître. C'est pour ça qu'on peut parler d'exilés climatiques. On peut aussi penser au droit à ne pas subir des pertes culturelles graves. Quand on est forcé à quitter son lieu de vie, en tant que migrant climatique, il y aura toujours des pertes culturelles, notamment en termes linguistiques, en termes de lien avec l'endroit où nous vivons. Et donc ici aussi, on peut considérer qu'il y a des violations de droits. On peut considérer, si on se focalise que sur le droit à la santé, qu'il est donc violé par des impacts climatiques très divers, les inondations, les déplacements de population, et aussi les migrations des zones de maladies transmissibles et de leurs vecteurs. Et quand cela arrive, nous observons qu'il y a un cercle vicieux. Un état de santé médiocre et une capacité réduite de travailler, couplé à davantage de coûts pour la santé, radicalise la pauvreté. Et fort malheureusement, en retour, la pauvreté empêche les hommes et les femmes de se protéger, eux-mêmes et leurs enfants, notamment en rendant difficile l'obtention des traitements médicaux nécessaires. Donc, ce cercle vicieux est déjà observé aujourd'hui dans les pays les plus vulnérables qui doivent subir de plein fouet les impacts du réchauffement climatique. Mais on sait qu'il est en train de se répandre à travers la planète. En imposant en plus désavantagé des conditions sanitaires qui sont encore plus désastreuses, le réchauffement climatique renforce et amplifie ainsi les disparités socio-économiques existantes et futures et exacerbe les inégalités sanitaires à travers le monde et entre les générations. Et une des raisons pour lesquelles on peut considérer que ces inégalités sont injustes, c'est parce qu'elles mettent en danger ce droit fondamental qu'est le droit à la santé. Donc c'est pour ça que je pense que le cadre des droits humains est aussi important, c'est qu'il nous permet d'expliquer en quel sens le changement climatique génère des injustices profondes. Le changement climatique remet en question et menace un droit qui est condition de possibilité des autres droits, étant donné que sans la jouissance d'une santé qui ne serait que minimale, il est impossible d'exercer nos autres droits, comme par exemple les droits politiques. Comme Henry Shue le souligne dans le volume que vous pouvez voir ici, Basic Rights, les droits de base ou les droits fondamentaux sont toujours corrélés à 3 types de devoirs de justice. Un devoir de ne pas priver, un devoir de protéger de la privation, et également un devoir d'aider ceux qui sont victimes de privation lorsque la privation n'a pas pu être évitée. Donc si on essaie de traduire ça pour le droit à la santé, on peut dire que le droit à la santé est corrélé à 3 devoirs de justice. Un devoir, premièrement, d'éviter de nuire directement à la santé d'autrui. On peut nommer ça un devoir de justice d'abstention. Deuxièmement, le droit à la santé est aussi corrélé directement à un devoir de protéger autrui contre les menaces que les tiers posent à sa santé, un devoir de protection. On peut notamment penser ici au devoir des agents collectifs comme les États, mais aussi au niveau subnational, les collectivités, les villes. Et troisièmement, lorsqu'on n'a pas pu réussir à remplir ces 2 devoirs et qu'il y a eu privation,
Il y a encore un troisième devoir possible, qui est le devoir d'aider ceux qui ne sont plus en mesure de pourvoir à la santé en raison des actions d'autrui. Ici, il s'agit d'un devoir d'aide. 5 minutes, d'accord. Et si on essaie de traduire ces 3 devoirs, donc un devoir d'abstention, de protection et d'aide sur le plan des devoirs de justice climatique, nous arrivons au résultat suivant. Et c'est ici où on peut faire le lien directement entre ces 3 catégories extrêmement importantes que sont l'atténuation, l'adaptation et la compensation ou la réparation. Premièrement, il existe un devoir de justice climatique d'atténuation. Il s'agit ici à la fois de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre, mais aussi de protéger et de développer les puits de carbone comme les forêts et les océans. Deuxièmement, il y a un devoir d'adaptation qui consiste à protéger les sociétés et les individus vulnérables aux impacts climatiques. Et enfin, un devoir de compensation qui revient, lorsque les 2 devoirs n'ont pas été suffisamment respectés, de remédier aux pertes et préjudices n'ayant pu être évités. Donc pour en revenir au dernier point, qui est celui de la responsabilité des États, pourquoi se focaliser sur les États, notamment après avoir déjà discuté de la limite de leur action jusqu'à présent? C'est qu'au moins potentiellement, les États ont une capacité énorme de réduire les émissions mondiales. Contrairement à d'autres agents collectifs et contrairement aux agents individuels, les États peuvent mettre en place des politiques publiques extrêmement contraignantes et extrêmement fortes pour arriver à réduire les émissions mondiales. Beaucoup d'autres acteurs n'ont pas ce cadre de mettre en place n'ont pas ce pouvoir de mettre en place un cadre législatif contraignant pour forcer les autres agents à réduire leurs émissions. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est toujours important de penser en termes de responsabilité des États, même si bien évidemment il faut parler aussi des responsabilités des autres agents. Donc les États ont la responsabilité de mettre en place, de respecter les exigences de 3 principes de justice climatique fondamentaux. Le premier est le plus connu, le pollueur-payeur, selon lequel les coûts des politiques climatiques doivent être proportionnels à la contribution des États au réchauffement climatique. Plus un État a émis, plus il va devoir payer pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, nous avons la notion de responsabilité commune mais différenciée de la Convention cadre qui est reflétée dans ce principe. Deuxièmement, nous avons le principe de la capacité à payer. Ici, il ne s'agit plus de voir qui a le plus pollué, mais de voir qui est le plus capable d'investir dans les mesures de lutte contre le changement climatique, quelle que soit sa responsabilité par ailleurs. Et dans ce principe de la capacité à payer, nous avons la deuxième partie du principe de la Convention mentionnée en introduction, qui est sollicitée, c'est l'idée des capacités respectives des États. Et enfin, nous avons aussi cette idée qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur les capacités des États, mais aussi se focaliser sur quels sont les États qui ont le plus bénéficié des émissions historiques. Parce que très souvent, la capacité des États dépend des émissions historiques. Il y a un lien de causalité assez fort ici. Et si on essaye d'appliquer ces 3 principes et de dégager les différents degrés de responsabilité des États, nous verrons, quelle que soit la mesure prise, qu'en général, les pays en Europe, en Amérique du Nord, et également les pays du Basique, qui sont Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, ce sont les pays qui sont les plus responsables pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont eux qui sont en général les plus responsables pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ok. Bon, alors peut-être, Michel, est-ce qu'on peut continuer et passer à l'intervenant suivant? Peut-être dans le public déjà, est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'alors? Est-ce qu'il y a des questions brûlantes? Oui, alors je vois 2 questions brûlantes, très bien. Oui, moi j'avais une question sur, vous avez listé un nombre de droits et de devoirs, mais j'arrive pas à comprendre qui ça concerne en fait. Qui ça concerne ces droits, c'est des devoirs pour qui? Quand je voyais, c'était intéressant la définition que vous donniez de
des droits à la santé. J'ai l'impression que c'était en négatif la définition même du capitalisme, qui repose exactement sur la privation des autres, sur le fait d'obliger des populations à quitter leur territoire. Et donc j'ai l'impression... J'arrive pas bien à comprendre dans quoi se situe et par qui c'est porté. Alors à la fin, vous avez parlé des États, mais voilà, je n'arrive pas à voir qui portait ces droits et qui était responsable de ses devoirs. Voilà, c'était juste une précision sur ça. Oui, merci pour la question. Oui, donc vu que c'est la table sur l'action au niveau international, je me suis vraiment focalisé sur comment définir les responsabilités des États. Et là où il me semble logique de commencer, c'est comment les États eux-mêmes définissent leurs propres responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai pris comme point de départ la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que les résultats les plus récents de cette convention, comme l'accord de Paris, où les États se donnent eux-mêmes un cadre dans lequel ils définissent leurs propres responsabilités et ils justifient ces responsabilités sur un certain nombre de normes. Et les normes sur lesquelles ils se sont mis d'accord sont plurielles. Ils disent notamment l'équité joue un rôle central, mais disons la notion qui revient de manière systématique dans les négociations sur le climat pour savoir qui doit faire quoi, c'est vraiment cette idée des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Et c'est comme ça que les États considèrent qu'on peut distribuer au niveau global les responsabilités en termes d'atténuation, d'adaptation et de compensation. Donc en fait, ces devoirs, c'est les États eux-mêmes qui se les attribuent. Et le rôle que le philosophe peut avoir, premièrement, c'est d'essayer de clarifier qu'est-ce que ces notions peuvent dire. Et deuxièmement, d'observer si, oui ou non, ils respectent vraiment leurs engagements. Ça, c'est pas que les philosophes, d'ailleurs. Tout le monde peut le faire. Et on voit très bien que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas du tout respecté leurs devoirs. Que l'on soit plutôt de tendance utilitariste, déontologiste ou d'éthique des vertus, il y a un accord unanime pour se dire que les États n'en font absolument pas assez. Alors, une autre question de clarification, et puis après on va continuer. Merci. Oui, merci. Moi, je me posais une petite question par rapport à ce qui est défini comme vulnérabilité, les populations vulnérables. Il me semble que la vulnérabilité, c'est un peu construit et qu'on ne peut pas parler de vulnérabilité d'une personne vulnérable. Elle vit dans un contexte de vulnérabilité, c'est le contexte qui la rend vulnérable. Donc, vu que les contextes pour certaines populations, certaines personnes, au sein de populations même modernes, sont en situation de vulnérabilité, est-ce que les États qui ont conscience de ces situations de vulnérabilité vont être en capacité, avec le changement climatique, de finalement changer quoi que ce soit, puisqu'ils ont déjà conscience de cette vulnérabilité, ils en sont quelque peu responsables, puisque c'est une situation de vulnérabilité. Est-ce que le changement climatique va avoir vraiment un impact et ne pas engendrer ce cercle vicieux dont vous parliez? Oui, en effet, la vulnérabilité est une construction et il est extrêmement difficile de la mesurer. On peut avoir différents indicateurs et il existe certains indices de vulnérabilité qui prennent ensemble ces indicateurs comme justement la sensibilité aux dommages, la capacité de s'adapter, tout ça on peut le mesurer. Et le problème c'est que tous les indices qu'on a sont complètement insuffisants aujourd'hui pour savoir mesurer très précisément la vulnérabilité. Mais même si c'est une construction et même si les indices sont imparfaits, ils pointent dans une certaine direction, ils nous montrent très clairement que plus les populations et les individus viennent de milieux sociaux défavorisés, plus ils vont être vulnérables, quel que soit le pays d'ailleurs. La grande vague de chaleur qui a eu lieu en Europe et notamment en France en 2003, je crois que c'était a tué énormément de personnes qui étaient dans les milieux socio-économiques défavorisés, également les personnes les plus âgées. Donc on peut très bien, sur cette base-là, essayer d'anticiper et de réduire les niveaux de vulnérabilité, non seulement en luttant contre le réchauffement climatique par la réduction de l'adaptation, mais aussi en luttant contre les inégalités socio-économiques. Plus on va cibler ces inégalités socio-économiques, plus on va réduire le degré de vulnérabilité des personnes. Et donc si, en tant que pays développé, en France, aux Pays-Bas ou en Suisse, on veut se donner vraiment des politiques d'adaptation et de lutte contre le réchauffement climatique qui soient adaptées, il faut également aller directement voir dans les politiques sociales et les politiques socio-économiques, étant donné que les deux sont liés de manière intrinsèque.
Alors, je vous propose de passer du coup au deuxième intervenant. Donc, merci beaucoup pour cette définition aussi de la façon dont on peut mobiliser les droits humains sur ces questions. Et donc, je vais passer la parole à Jérémy Suissa, donc, qui est délégué général de Notre Affaire à tous. Donc, on sait que le recours au droit est vraiment devenu ces dernières années une arme de plus en plus importante à l'égard des dirigeants économiques, des dirigeants politiques, pour les forcer à l'action, et que un nombre important de citoyens d'ONG utilisent ce droit. Et donc, je passe la parole à Jérémy pour nous raconter un peu comment ça se passe de manière concrète. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire ça avec la plus grande humilité, parce que je suis absolument pas spécialiste d'éthique et de santé, par ailleurs. Je sais que c'est aussi un sujet qui traverse la journée. Simplement, donc, moi, je représente Notre Affaire à tous. Notre Affaire à tous, c'est une ONG qui a pour objectif d'utiliser l'arme du droit. Alors, même le terme d'arme, on s'interroge encore régulièrement pour savoir si c'est un bon vocabulaire guerrier. Je crois que c'est vous tout à l'heure qui vous refusiez à l'idée d'une guerre, etc. Mais enfin, en tout cas, on utilise l'outil du juridique pour mener cette bataille contre les effets du changement climatique et plus largement la destruction des environnements. Et notre manière de le faire, elle est largement, et ça a été bien dit déjà, elle passe largement par la mobilisation de la question des droits humains et des atteintes aux droits fondamentaux. Le corpus juridique qu'on mobilise pour faire entrer la question climatique, notamment dans les prétoires, c'est vraiment cette porte d'entrée des droits fondamentaux et de l'impact que les actions humaines peuvent avoir sur ces droits-là par le truchement, notamment du changement climatique. Et vous posiez la question tout à l'heure de mais à qui s'adressent ces devoirs et qui sont les bénéficiaires de ces droits. J'y reviendrai tout à l'heure, mais le droit international, qu'on considère souvent comme un droit mou, j'y reviendrai, est aussi celui qui identifie à la fois les personnes titulaires de ces droits et les personnes à qui reviennent ces devoirs. C'est ce que nous, on appelle les acteurs systémiques. Les acteurs qui ont la main sur les règles du jeu, pour le dire très vite. Et donc, en premier lieu, les États. Et ce qu'il y a d'intéressant quand même dans les dernières évolutions, c'est que les États ont des tendances naturelles quand même à se donner quelques lignes, quelques règles du jeu. Alors, ils les respectent pas toujours. C'est le cas en matière climatique, c'est le cas en matière de droit de la guerre aussi, parce que c'est les premiers endroits où on essaie de se donner des règles du jeu communes entre États. Et c'est même pareil pour les questions de comportement des acteurs privés. Mais j'y reviendrai parce que et c'est ça que je vais essayer de faire là dans les 10-15 minutes que vous m'octroyez, c'est de vous raconter un petit peu comment dans les différents cas ou les différents projets qu'on peut porter, on est traversé par un certain nombre de questions qui peuvent être des questions philosophiques, morales et éthiques. Voilà, je vous laisserai la définition précise des termes, je m'y aventurerai pas. Mais en tout cas, les questionnements qu'on pose et par lesquels on peut être traversé quand on fait ce qu'on fait, et je vais vous le décrire un petit peu. Donc cette mobilisation du droit, je vous l'ai dit, nous on a cette spécificité, on n'est absolument pas les seuls à le faire en matière environnementale et climatique, hein, soyons clairs. Nous on a été créé en 2015, donc avant nous il y avait déjà des gens qui avaient eu l'idée d'utiliser le droit. En revanche, nous on a cette spécificité de cibler les acteurs systémiques. Et donc on va pas forcément se pencher sur tel ou tel projet destructeur, mais essayer de trouver comment, par des décisions de justice, on va obtenir des changements de règles du jeu, pour le dire très très vite. Et quand on fait ça, on a aussi à se poser la question de la hiérarchisation des responsabilités. On tape beaucoup sur les multinationales, je vous en donnerai quelques exemples. On s'adresse aussi aux États. Et en réalité, d'abord aux États. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux typologies d'acteurs, acteurs privés et acteurs étatiques, il y en a un qui a un pouvoir potentiel de régulation de l'autre. Après, on choisit de l'utiliser ou pas, et on choisit de l'utiliser fortement ou pas. Mais l'une des choses que l'on reproche le plus, nous, aux acteurs étatiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, c'est le fait d'avoir très largement abandonné toute ambition de régulation forte des comportements des acteurs privés.
Donc ça, on pourra y revenir, mais en tout cas, voilà, il y a aussi cette notion de hiérarchie dans les responsabilités, dans les typologies d'acteurs systémiques. Et donc, je n'étais pas là en 2015, c'est pas moi qui ai pensé le premier recours dans lequel on s'est investi, mais il respecte en tout cas cette hiérarchie, puisque la première chose qu'on a faite, c'est d'aller demander à l'État de prendre sa responsabilité. C'est dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle, qui a été lancée en 2018 à travers une grande pétition qui avait donné lieu à des mobilisations citoyennes et qui avait profité aussi de mobilisations citoyennes, puisque la pétition est aujourd'hui encore la plus signée de l'histoire de France, avec 2,3 millions de signataires, ce qui donne un aperçu quand même du consensus qui est né à ce moment-là de manière très rapide, parce que ça s'est fait en quelques semaines. Et puis cette mobilisation, ce recours-là, a donné lieu à plusieurs condamnations, en tout cas une condamnation confirmée de l'État pour inaction climatique en 2021, le 14 octobre. Et puis ça s'est accompagné d'une autre affaire dans laquelle on est aussi partie prenante, qui s'appelle Grande Sainte, qui là a été le fruit d'une action d'une collectivité. Ce qui me fait une bonne transition pour vous parler aussi des autres types de recours qu'on fait, et notamment en direction des multinationales ou des acteurs privés. Et le deuxième contentieux dans lequel on s'est investi, c'est un contentieux contre Total, en tant qu'acteur privé majeur du système économique, énergétique, qui nous amène là où on en est aujourd'hui. Et on l'a pas fait tout seul, on s'est dit qu'on allait le faire, enfin en tout cas les personnes qui l'ont lancé à l'époque, Marie Toussaint notamment, s'étaient dit on va le faire avec les gens qui sont en fait concernés. Et notamment, là il y a des leviers juridiques qui nous étaient ouverts, de le faire avec des collectivités qui elles font face à ce que cause l'activité débridée des acteurs privés, c'est-à-dire adaptation de leur territoire aux effets du changement climatique. Donc on a des petits villages, des grandes collectivités, des régions centres, on a la ville de Paris, on a la ville de Poitiers. On a aussi la ville de New York, histoire de dire que ça s'arrête pas aux frontières nationales. Et on a essayé aussi d'associer petit à petit des collectivités plutôt du Sud, en tout cas des pays qui ont du coup beaucoup moins les moyens que nous de s'adapter et de faire face aux ravages, et souvent en étant, vous l'avez très bien montré, en première ligne, beaucoup plus fortement concernés qu'on peut l'être nous-mêmes, même si petit à petit, évidemment, la frontière se rapproche, la frontière entre les gens qui se sentent concernés et ceux qui se sentent pas concernés. Et donc, on n'a pas pu faire ça, parce que notamment, il y avait plein de collectivités qui nous disaient on aimerait bien venir, en Afrique notamment, mais là, s'attaquer à un fleuron français, diplomatiquement, on va avoir du mal à assumer. Donc, c'est ce qui explique qu'on s'est, pour l'instant, tenu à des collectivités françaises plus New York. Et dans ces collectivités-là, on a la ville de Paris qui a les moyens et la volonté politique de dépenser des milliards d'euros dans l'adaptation de son territoire. C'est pareil pour la ville de New York. Et puis on a des petits villages du sud, des régions côtières de France qui font face au recul du trait de côte et qui n'ont absolument pas les moyens d'avoir des grands plans urbanistiques de transition, de résilience, etc. et qui vont juste potentiellement disparaître, comme les États, comme certains petits États insulaires vont aussi très probablement disparaître ou être menacés en tout cas de disparition. Donc voilà, on a fait ce choix d'aller avec des acteurs qui incarnaient aussi ce que c'était que les impacts du changement climatique et la manière dont on devait s'adapter. Très rapidement, pour aller chercher la responsabilité des acteurs climatiques, des acteurs privés, systémiques, on a la chance en France d'avoir une loi sur le devoir de vigilance, qui date de 2017 et qui est relativement unique. D'autres pays comme l'Allemagne s'y sont investis, et récemment il y a une directive de l'Union européenne qui a été âprement disputée. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais en fait elle pourrait constituer une menace pour notre loi qui est aujourd'hui relativement mieux disante. Pour l'instant, on a du mal à la rendre efficace parce que le juge refuse de l'appliquer pour de vrai, mais ça c'est la bataille qu'on mène. Mais ce qui est intéressant dans cette loi sur le devoir de vigilance, c'est que
elle pose, et je vous disais, la question centrale qui est de savoir, et vous le décriviez bien tout à l'heure, Michel, qu'est-ce qu'on fait des impacts de nos actions ? Qu'est-ce qu'on fait quand notre raison d'être, quand on est une entreprise fossile par exemple, ou une entreprise textile, génère des pollutions, génère des maladies, génère du réchauffement climatique. Et la loi sur le devoir de vigilance reprend à son compte un élément de ce qu'on appelle soft law, droit mou, qui est littéralement ce devoir de vigilance généralisé que depuis des décennies, les acteurs internationaux avaient défini comme étant, premièrement, ne pas nuire, si je dois faire un certain nombre de références. Et vous l'avez très bien listé, donc j'y reviendrai pas. Toutes les déclinaisons que vous donniez dans votre présentation sont celles-là. Et donc, comment on se donne les moyens ? Cette loi pose un peu un cadre sur comment on se donne les moyens de s'assurer que ce qu'on fait ne nuit pas trop. Et comment on se donne un cadre pour prévenir ces nuisances-là. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'activer. Et on essaye de l'activer donc en direction de Total, mais aussi, par exemple, ça donne une double dimension là, de nuisance en direction de Casino ou de la BNP Paribas qui, dans des modalités différentes, ont chacune des activités qui menacent ou soutiennent plutôt la déforestation au Brésil et en Colombie, en Amazonie de manière générale. Et là, on le fait pas tout seul et on est traversé encore une fois par un autre questionnement philosophique et éthique qui est celui du chevalier blanc, etc., de l'écologie décoloniale, de comment est-ce que nous, on s'investit d'un pouvoir de régulation internationale et on va aller faire la police un peu partout, ou est-ce qu'on essaye plutôt d'être une sorte de catalyseur ou d'accélérateur et d'être aux côtés des populations aussi qui sont en première ligne, ce qu'on appelle les premières concernées, pour utiliser en revanche les outils et la force toute relative qu'on peut avoir et les mettre aussi à leur service. Je dis aussi parce que c'est pas que à leur service, c'est à notre service collectif. Et en l'occurrence, du coup, là, on travaille avec des communautés impactées qui sont venues nous voir en nous disant Casino ou la BNP soutiennent des acteurs qui aujourd'hui coupent nos forêts, brûlent nos forêts et nous remplacent par du bétail. Donc on utilise cette loi pour essayer de faire cesser ces pratiques-là, que ce soit la BNP qui finance les acteurs qui sont directement liés à la déforestation ou Casino qui, par le biais de ses filiales, s'approvisionne ou s'approvisionnait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Casino est dans une situation délicate, mais ça ne change pas grand-chose à la question globale du secteur bovin, notamment en Amérique du Sud. Donc voilà, et ce questionnement du chevalier blanc, entre guillemets, on se le pose aussi, je dirais, au niveau national, puisqu'on a eu très récemment, il y a à peine un mois, un référé liberté sur la question de l'accès à l'eau à Mayotte, où on s'est demandé, on s'est dit qu'il y avait une situation d'urgence. Là encore, accès à l'eau, droits fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on fait droits fondamentaux, libertés fondamentales, c'est pour ça qu'on fait ce choix-là. Et vous les évoquiez tout à l'heure, ces droits fondamentaux. Là encore, est-ce qu'on le fait depuis Paris ou est-ce qu'on le fait en essayant d'appuyer des gens qui sont au quotidien et qui vivent ces ruptures de droits? Évidemment, on a trouvé des partenaires pour le faire. Là, c'est nous qui sommes allés les chercher. Parce qu'on s'est dit, il se passe quelque chose de grave, on ne peut pas rester sans rien faire, mais on ne se sent pas forcément légitime aussi à le faire tout seul, depuis Paris. Et donc on a évidemment travaillé avec un collectif local qui s'appelle Mayotte a soif. Et là où on s'est dit qu'on était au bon endroit, c'est quand, dans la discussion au Conseil d'État avec la juge qui était chargée de juger notre affaire, notre avocate a restitué les récits de vie quotidiens des Mahorais et des Mahoraises qu'on représentait et qu'elle avait eu au téléphone le matin même. Et le fait de voir dans cette enceinte de l'institution française, républicaine, etc., le Conseil d'État, instance suprême,
la réalité quotidienne des gens, de ce que ça voulait dire minute par minute de se lever dans un pays sans eau avec une eau empoisonnée, de savoir que certaines personnes qui en avaient les moyens envoyaient leurs enfants pour 2 mois, 3 mois à La Réunion parce qu'il y avait de l'eau et une école, et que à l'inverse, alors on peut se dire c'est bien, ils ont de la chance, ils se sont débrouillés, et en même temps vous racontez que ça voulait dire tous les soirs avoir ces enfants de quelques années demander en pleurant pourquoi ils pouvaient pas voir leur maman. En fait, ça donne quand même une illustration de pourquoi on le fait et à quel endroit on y est. Et c'est pour ça aussi qu'on en revient systématiquement à cette question des droits fondamentaux. Il y a aussi, et nous on défend par ailleurs, une vision des droits de la nature qui réinterroge aussi la place de l'humain comme étant la centralité autour de laquelle toutes les entités vivantes tournent, ce qui n'est pas exactement le schéma mental qu'on défend nous. Mais là, en l'occurrence, on travaille dans notre édifice juridique tel qu'il est créé, avec l'humain au milieu. Et du coup, ces droits fondamentaux-là sont aussi le meilleur moyen d'aller défendre le reste du vivant. Juste pour finir, pour vous parler de l'intérêt de travailler au niveau international, c'est que beaucoup des concepts qu'on mobilise sont mobilisés dans le cadre de ce droit international, ce droit mou, cette soft law, dont les effets ne sont pas forcément toujours directs sur les territoires nationaux, mais qui sont bien souvent des étincelles ou en tout cas des bases sur lesquelles les droits nationaux peuvent évoluer. Et aujourd'hui, on n'aurait probablement pas eu la condamnation qu'on a eue dans l'affaire du siècle, la condamnation de l'État français pour une action climatique, s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris en 2015 qui disait à tous les États, vous avez ces responsabilités-là. Et aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas interroger, comme on le fait, la responsabilité des acteurs privés, et comme l'a fait d'ailleurs Milieu Defensie aux Pays-Bas, en obtenant la condamnation de Shell, s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, alors même que l'accord de Paris n'est pas opposable aux acteurs privés. Ils ne l'ont pas signé, mais pour autant, ça crée une dynamique collective, juridique, de structuration d'obligations, dont on ne sait pas toujours très bien à qui elles incombent, etc., mais qui viennent créer un corpus autour duquel on peut essayer de mener cette bataille juridique. Et elle est extrême. Nous, on considère qu'elle est extrêmement importante. Ce terrain-là du juridique est extrêmement important parce que c'est celui, et j'aurais dû commencer par ça, mais celui de la justice, littéralement. Et donc, nous, on parle beaucoup de justice climatique dans les deux sens. À la fois la justice en tant que concept philosophique, qu'est-ce qui est juste, et aussi la justice en tant qu'outil, c'est-à-dire à un moment donné, un maillet qui tombe, une décision qui est prise et qui s'impose à tous et toutes. Très bien, merci beaucoup. Et j'imagine aussi que les actions en justice, c'est l'occasion de sensibiliser aussi et de créer un débat autour d'une question au-delà de l'aspect juridique. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez des questions d'éclaircissement avant qu'on passe à la troisième présentation ? Il n'y en a pas, c'est tant mieux. Donc je vais juste introduire la présentation de Yann Roubiou-Dupont, qui, comme je le disais tout à l'heure, est non seulement climatologue, chercheur, mais qui aussi accompagne les petits États insulaires et des pays à revenus limités dans leurs négociations et dans leurs actions juridiques sur les questions climatiques, et qui donc va partager un petit peu avec nous cette expérience de conseiller lors des négociations internationales, et notamment évoquer les outils scientifiques qu'on peut utiliser justement pour documenter ou pour argumenter au nom de la justice environnementale. Yann. Comment ? Tu me dis quand tu restes que ça. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une télécommande ? Ok. Je vais. Dans le sens. Celui-là ? Ouais, donc du coup, moi je suis scientifique à la base en venant des sciences quantitatives, et ce dont je vais parler là, c'est quels outils scientifiques, quel type d'études on peut avoir pour conseiller un peu la fabrique à la fois des normes internationales et leur application dans les cours de justice.
Du coup, peut-être très rapidement, je vais montrer, ça c'est un peu le même graphique que celui que Michel nous avait montré tout à l'heure, donc où nous emmènent les engagements actuels, où nous emmènent les politiques actuelles qui sont même insuffisantes pour atteindre nos engagements. Tout ça c'est à l'échelle globale. Où est-ce qu'on pourrait aller en prenant en compte toutes les mesures optimistes qui ne sont pas forcément légalement contraignantes, et où est-ce qu'on devrait être. Et donc, se pose la question du partage de l'effort pour réduire les émissions, là encore une fois à l'échelle globale, alors ici en 2030, pour passer de là à là. Et d'une autre façon, on peut se demander qui a le droit d'émettre les émissions qui sont ici sous la courbe verte pour arriver à 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces trajectoires de 1,5 degré qui sont, par exemple, présentées dans les rapports du GIEC, elles modélisent tout un tas d'hypothèses socio-économiques, de mesures de réduction de gaz à effet de serre qui sont réparties dans le monde selon leur efficacité en termes de coût. Donc, c'est la mesure la moins chère qui est prévue à l'endroit où elle est le moins chère, au moment le moins cher dans le monde. Et donc, on a une trajectoire de réduction comme ça qui est contrainte pour arriver à 1,5 degré. Quand on regarde dans le détail ces scénarios, eux, ils hypothétisent une répartition des mesures vraiment seulement selon des coûts économiques. Et donc, ça optimise l'efficacité, comme je disais, ça réduit les coûts à l'échelle globale et on arrive à des coûts assez faibles. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais le dernier rapport du GIEC dit et montre que en fait, les coûts en termes de croissance de PIB sont très faibles à l'échelle mondiale. On parle de quelques pourcents en cumulé pour rester en dessous de 2 degrés d'ici à 2050 et moins de 0,1 point de croissance annuelle de PIB. Le truc, c'est que c'est très inégalement réparti entre les différentes régions du monde. Donc ça, c'est Proche-Orient et Afrique. Ici, on a l'Union européenne. Et ça, c'est parce que c'est beaucoup moins cher de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des économies, dans des endroits où l'industrie est moins efficace. Et donc, c'est beaucoup moins cher de réduire une tonne d'émissions de CO2, par exemple en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est vraiment la mise en œuvre la plus efficace globalement. Mais ça ne répond pas à la question de qui paye. C'est juste à quoi ça pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler le monde si on essayait de mettre en œuvre la trajectoire 1.5 de manière la moins coûteuse possible. Donc, sur la question de qui paye. Alors, celle-là, je ne savais pas où la mettre, cette slide. C'est un sondage qui a été fait dans une trentaine de pays, je crois que c'était en 2019, sur la perception de la responsabilité des différents acteurs dans l'amélioration, on va dire, de la réduction de gaz à effet de serre, donc dans les efforts d'adresser le changement climatique. On voit ici, la question c'est, à votre avis, qui doit faire plus? Est-ce que je dois faire plus? Donc ça c'est le point rose. Ou est-ce que mon pays devrait faire plus? Donc on voit qu'en France, je dois faire plus, c'est autour de 50%, et mon pays devrait faire plus, c'est, je sais pas, 60-70%. Donc on voit qu'il y a toujours, dans tous les pays qui ont été sondés, il y a une différence entre les deux, avec l'individu qui est plutôt moins que le pays. À part les pays scandinaves, je crois, où les deux se recouvrent quasiment. Et après, si on regarde le graphique de droite, c'était à votre avis quel acteur doit faire plus d'efforts? Avec ici, pour la France, on voit un très grand écart entre les différents types d'acteurs. Donc là, à gauche, en allant du moins vers le plus fort, on a les organismes internationaux type Nations Unies. Après, on a les gouvernements nationaux des pays en voie de développement. Après, on a les individus, puis les pays développés, et enfin, au maximum, ce dont on pense qu'ils devraient faire plus d'efforts, ce que disait tout à l'heure Jérémy, les entreprises et les multinationales. Et ça, c'est pas pareil partout. Donc là, c'est un schéma qu'on retrouve un peu ici dans les pays de l'UE, les États-Unis étant assez différents. Mais les attentes, par exemple, dans les pays en voie de développement, c'est plus envers les instances internationales, type ONU. Donc très rapidement sur ce que dit l'accord de Paris, peut-être préciser ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que en fait l'accord de Paris requiert des États qui mettent une contribution vers l'effort collectif, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 1.5, qui selon eux-mêmes représente la plus haute contribution possible, de la plus haute ambition possible, et ils doivent indiquer en quoi cette contribution est juste et ambitieuse. Et ces deux termes sont accolés.
Et donc, c'est ce dont on va se servir, la justice au sens de l'équité, pour évaluer si l'ambition des États est suffisante ou pas. Alors malheureusement, la plupart des pays n'expliquent pas vraiment en quoi leur contribution est juste et ambitieuse. L'Union européenne ne le fait pas. Les États-Unis, dans leur première contribution, avaient juste dit « notre contribution est juste et ambitieuse, point ». Il y a quelques pays qui donnent des éléments, il y en a même qui présentent des méthodes de calcul qui pourraient être appliquées à tous, mais de manière générale, c'est assez peu respecté, en tout cas, c'est assez peu utilisable pour nous, scientifiques. Tout. Donc là, pour confirmer, voilà que l'ambition, que la justice est une métrique pour évaluer l'ambition. On a aussi donc le critère d'équité dont parlait Michel tout à l'heure, dans l'accord de Paris, dans la CNUC, de la nécessité du fait que la mise en œuvre de l'accord de Paris dans son entièreté doit prendre en compte l'équité et les responsabilités communes mais différenciées, les capacités respectives des différents pays. Et on a le GIEC qui a aussi précisé dans son dernier rapport que c'était seulement en prenant en compte en quoi chaque pays fait sa part juste de l'objectif global que l'on peut évaluer l'adéquation de la contribution d'un État avec donc cet objectif global. Et donc ça, c'était en particulier relié aux questions d'action en justice, dont certaines dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, des cartes sur... Alors ça, c'est juste pour donner une perspective, c'est les émissions les émissions totales par pays. Donc là, on ne voit plus un pays est rouge, plus il contribue au réchauffement climatique à l'heure actuelle. Ça, c'est pour 2021. Ça, c'est en métrique par personne. Donc là, on voit les pays à l'heure actuelle qui émettent le plus par personne. J'ai mis à peu près la moyenne ici. On voit que c'est surtout des pays développés, mais pas que. La situation commence un peu à changer, notamment parce que la liste de ce qu'on appelle pays développés sous la Convention 4 des Nations Unies a été établie en 90. Et là, surtout au Proche-Orient, il y a des pays dont les émissions par personne augmentent fortement. Ça, c'est une carte que j'avais fait avec des données de 2014, donc ça commence un peu à dater, mais c'est les émissions cumulées par personne. Donc là, c'est plus la responsabilité historique par personne. Et là, on voit que, si on prend par exemple depuis, en fait ça change assez peu la donne, que ce soit depuis 1950 ou 1990, ce sont surtout des pays occidentaux et des pays d'Europe de l'Est qui avaient souvent une économie assez peu efficace en termes d'émissions, qui sont responsables de la plupart du changement climatique quand on regarde par personne. Et si on regarde les questions de capacité financière, un indicateur ici, c'est le PIB par personne. Donc là, on voit que souvent, comme disait Michel tout à l'heure, les pays les plus responsables sont aussi ceux qui ont la plus la capacité d'agir. À part peut-être les pays de l'Est qui n'ont pas forcément un PIB par personne très élevé et qui ont beaucoup pourtant contribué au réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que disent les rapports du GIEC sur la question de qui doit faire quoi ? Eh bien, si on regarde, ils disaient des choses intéressantes. Alors celui-là, c'est le 4e rapport du GIEC de 2007, qui avait un encart qui disait que les pays développés devaient réduire leurs émissions, alors à l'époque c'était d'ici à 2020, de 25 à 40%. Et donc c'était une suggestion de réduction de gaz à effet de serre pour les pays développés. Il n'y en avait pas vraiment, en tout cas pas quantifié pour les autres pays. Et c'était pas pour les pays individuellement, c'était vraiment pour les pays dans leur ensemble reflété comme ça. Alors pourquoi il n'y a pas plus de précision ? C'est pas un manque d'informations scientifiques, c'est une question de mandat qui est donné au GIEC. Ce qu'il y a dans le GIEC est scientifiquement revu, mais tout ce qui est scientifiquement revu n'est pas dans le GIEC. Et il y a une question, effectivement, c'est un panel intergouvernemental dont le mandat est fixé par les Nations Unies, donc par les pays. Et donc il y a assez peu d'informations. Ok, il y a assez peu d'informations par pays. Du coup, je vais aller rapidement dans le 5e rapport du GIEC. Il y a eu à nouveau des informations. Et après ça, il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout de quantification sur combien devaient faire les États dans le 6e rapport, dans le rapport spécial à 1.5, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et d'ailleurs, on a eu un appel, donc ça c'est l'avocat de l'affaire Urgenda contre les Pays-Bas, qui avait gagné en 2015, il me semble. Et il y avait cet appel qu'il avait fait dans Nature, dans un journal scientifique, à appeler à un meilleur reflet des études existantes par les rapports du GIEC. Ça n'a pas été entendu. En tout cas, ça n'a pas été reflété dans les rapports du GIEC.
Donc là, je vais présenter très rapidement ma littérature, entre guillemets, mais il y a évidemment d'autres auteurs et d'autres études, mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a des études disponibles, quand bien même ce n'est pas dans les rapports du GIEC. Ça, c'est par exemple ce qu'on avait trouvé dans un papier il y a quelques années sur quelles seraient des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre juste pour, par exemple, les États-Unis, mais on avait fait tous les pays, selon différents critères d'équité, en prenant soit en compte la responsabilité historique ou la capacité financière. Et on pouvait comparer les objectifs des États-Unis, qu'on voit ici très insuffisants comparés à ces trajectoires équitables. On a aussi fait une métrique de l'ambition des différents États, donc on peut retrouver aussi sur le site Paris Equity Check, où on montrait que, par exemple, que les États-Unis, par exemple, font leur part juste, contribuent équitablement à limiter le réchauffement climatique à 3 degrés. Sur l'Union européenne, on est autour de 2,3 degrés, il me semble. Donc on pouvait donner une métrique en termes d'ambition au pays sur la base de concepts d'équité, et de dire si un pays faisait ou non sa part d'un réchauffement climatique à 1,5. Et là, on voit que les quelques pays en vert sont des pays en Afrique subsaharienne, donc à qui on ne pourrait pas demander plus d'efforts, par exemple, pour arriver à 1,5 degré de réchauffement climatique. Alors peut-être très rapidement, à quoi servent ces études ? Donc, elles sont mentionnées dans les rapports du GIEC ou dans les articles de presse. Mais comme je disais, le mandat du GIEC fait que souvent les résultats quantitatifs ne sont pas présentés, ce qui pourtant serait très utile, que ce soit dans les négociations internationales ou dans les actions en justice, parce que en plus, vu qu'ils sont commissionnés par des États, ils ont plus de valeur normative dans ces arènes. Alors, c'est aussi repris par certains États, et c'est ce que mentionnait Stéphanie tout à l'heure. Il y a beaucoup d'États qui s'appuient sur ces études pour essayer de mettre la pression sur d'autres ou d'informer leurs demandes quand ils vont demander à un autre pays d'augmenter l'ambition de leurs objectifs, parce que les objectifs de tous les États doivent être revus à la hausse régulièrement. C'est un des mécanismes de l'accord de Paris. Donc là, pour la dernière COP, on m'a demandé de faire une étude. Donc 11, c'est les 58 pays vulnérables, c'est comme ça qu'eux-mêmes se nomment, les 58 pays vulnérables du CVF, qui ont commissionné une étude donc soumise à comité de lecture, parce que pour eux, le fait que ce soit une étude scientifique, ça a plus de valeur diplomatiquement. Et ils ont appuyé leur campagne pour la justice climatique sur la base de cette étude. C'est utilisé aussi parfois par les gouvernements. Donc il y a le Royaume-Uni qui a utilisé, entre autres, nos études pour essayer de... En fait, c'est le Haut Conseil pour le climat du Royaume-Uni qui a recommandé un objectif en prenant en compte notamment nos études, un objectif de réduction de gaz à effet de serre qu'après le Royaume-Uni a décidé de suivre. Et enfin, c'est utilisé dans les actions en justice contre les États. On pourra en parler si vous avez des questions là-dessus. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur ces quelques affaires, dont une note scientifique pour l'action en justice contre Total et d'autres pour des actions en justice contre des États, notamment tous les membres du Conseil de l'Europe, je crois. Donc tous les membres de l'Union européenne, plus quelques autres. Et du coup, je vais peut-être juste finir avec les projets en cours, avec 2 slides pour voir si vous avez des questions sur certaines de ces approches. C'est à nouveau un peu une question pour nous en tant que scientifiques de voir quel type d'information serait utile, que ce soit pour les négociations, pour les processus législatifs, pour informer les sociétés civiles ou pour informer les mises en œuvre judiciaires. L'une, ce serait de faire une quantification, celle-là c'est une étude qui est en cours, une quantification du principe du pollueur-payeur pour déterminer combien chaque pays devrait contribuer à un fonds pour les pertes et préjudices qui vient d'être négocié à la COP28. Alors ça a été clairement indiqué dans l'accord de Paris que ce n'était pas relié directement au manque d'ambition sur l'atténuation dans l'accord de Paris, mais ça n'empêche pas des études de le faire. Donc en gros d'essayer de déterminer combien de dommages, de pertes et préjudices chaque pays a causé, et puis d'essayer d'approportionner un peu la contribution à ce fonds pour chaque pays. Évaluer les questions de justice et d'ambition comme ce que j'ai montré pour les pays, mais le faire pour les acteurs non étatiques, donc ça peut être les villes, les régions, ça peut être aussi les entreprises. Quantifier la finance équitable, donc
combien, par exemple, un pays en voie de développement devrait recevoir, ou inversement, combien un pays développé devrait fournir de finances en plus des réductions de gaz à effet de serre qu'il doit faire sur son pays. Quantifier ce qu'est la plus haute ambition possible. Parce qu'en fait, l'accord de Paris ne dit pas juste qu'on doit prendre en compte la responsabilité historique ou la capacité financière, il dit que chaque pays doit faire le maximum possible. Et le maximum possible, ça pourrait être même en deçà de 1,5 degré. Et ça, ça peut informer les pays pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais aussi potentiellement des actions en justice. Et c'est quelque chose qui peut être aussi appliqué potentiellement aux acteurs économiques, là où la question de la responsabilité historique ou de la capacité financière ne se poserait pas forcément pareil. Et enfin, une étude sur laquelle on travaille là, il y a une étude qui montrait que, en gros, les émissions équivalentes à la vie de 3, je crois que c'est 3,5 américains, causent une mort prématurée dans le monde. Et donc, là, on voudrait calculer combien de morts prématurées résulteraient du fait que l'objectif d'un pays, par exemple la France, serait insuffisant pour faire sa part de l'accord de Paris. Donc, on pourrait dire la France, en ne respectant pas sa part juste de l'accord de Paris, contribue à tant de morts excessives. Et de la même façon, on pourrait calculer le nombre de morts évitées par les pays qui ont des objectifs plus ambitieux que ce qui serait une part juste de leur part. Et oui, voilà, donc je vais juste laisser avec une slide sur la connexion avec la santé. Donc ça a été bien expliqué avant comment le changement climatique affecte la santé, mais la santé peut aussi affecter l'action sur le climat. Donc c'est souvent perçu, en tout cas c'est comme ça que je perçois, comme plus prioritaire, plus tangible dans la société. On l'a vu sur des notions de droit qui étaient avec des notions de droits humains et des droits de l'homme qui se traduisent assez concrètement sur des questions de santé et beaucoup moins articulées autour de questions environnementales. Donc il y a des études qui montrent tous les bénéfices sanitaires, politiques et économiques. Il y a une étude qui montrait que les coûts de transition pour beaucoup de pays pourraient être complètement couverts par les économies faites grâce à l'amélioration simplement de la qualité de l'air, notamment en Chine et en Inde. De manière générale, on a eu beaucoup d'avancées climatiques dues à des préoccupations de santé. En général, on a beaucoup plus réduit en fait les émissions en agissant sur des questions de pollution de l'air, que ce soit les normes environnementales sur les pollutions automobiles, le Clean Air Act aux États-Unis. Et en termes de droit, on a eu aussi des cadres juridiques qui sont souvent plus contraignants, mais là, je laisserai peut-être les questions là-dessus à d'autres acteurs, mais sur des questions de santé et de droits de l'homme. Donc, il y a une poussée en ce moment, notamment au niveau diplomatique et international, pour essayer de lier, notamment au travers de soumissions au Conseil des droits de l'homme, lier les questions de justice climatique et de responsabilité climatique aux questions de droits de l'homme. Donc ça se fait au niveau international et ça se fait aussi dans l'utilisation des normes actuelles des droits de l'homme lors des procès, notamment sur le climat, où il y a ce lien qui essaye d'être fait, même avec les droits de l'homme tels qu'ils sont à l'heure actuelle, devant les cours de justice. Merci. Merci beaucoup Yann, et merci d'ailleurs à tous les trois pour ces trois présentations qui étaient très complémentaires les unes des autres. Je vous propose peut-être de poser vos questions si vous en avez, ou de réagir à ces trois présentations. On a déjà une première question ici. Merci. Moi, tout d'abord, j'aurais une question bassement matérielle, je dirais. Enfin, j'ai deux questions. Ma première, quelle est la distinction entre les droits de l'homme et les droits humains ? Est-ce que c'est simplement un texte ? Et ma deuxième question, c'est par rapport à un des, comment dire, des critères d'évaluation. On sait que les femmes sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique, de par le contexte souvent qu'elles vivent. Et je pense qu'un point important pour voir l'ambition des États, c'est aussi de voir à quel niveau ils progressent dans l'équité des droits femmes et hommes, notamment dans la propriété des terres, dans l'accession à la possibilité de faire des choix politiques et ainsi de suite. Puisqu'on sait que, et on l'a vu à la COP28, que les femmes avaient des solutions qui n'étaient pas souvent utilisées parce que pas souvent le droit d'intervenir. Ouais, j'évacue assez rapidement le premier point, puis je laisserai Yann répondre sur le second. Droit de l'homme ou droits humains, il y a des textes qui ont été rédigés à des époques où il n'y avait pas eu
toutes les déconstructions qu'on a aujourd'hui, toutes les interrogations, etc. Donc il y a des textes aujourd'hui qui s'appellent droits de l'homme, d'autres qui s'appellent droits humains, il y a énormément de choses écrites là-dessus, je ne reviendrai pas dans le détail. Nous, on manipule un seul concept, celui de droits humains. On a fait le deuil de la question des droits de l'homme, sauf à titre historique. Et même nous, on se projette même plus volontiers vers plutôt une notion de droit du vivant, pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, de peut-être décentrer la question des droits de l'humain et de penser écosystème. Merci. Sur la seconde question, c'est une très bonne question. C'est assez peu abordé de manière générale sur des indices quantitatifs de progrès du droit des femmes sous la question de la mise en œuvre de, par exemple, l'accord de Paris. Il y a à la CNUC une discussion aussi sur le progrès alors en termes de droits des femmes, mais aussi dans les opportunités qu'elles peuvent apporter et aussi leur vulnérabilité par rapport au changement climatique. Il y en a aussi sur les connaissances, alors je ne connais pas forcément les termes en français, mais les connaissances des peuples premiers au travers du monde. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez peu lié dans les analyses qui sont faites des progrès des pays. Et quelque chose qui pourrait être amélioré effectivement dans les analyses d'indices qu'on propose. L'interprétation en termes quantitatifs de normes qui sont souvent assez vagues sont un enjeu qui sont assez difficiles et qui, quand elles sont proposées aussi par différentes analyses, ne sont pas forcément du tout reprises par les différents États. Mais effectivement, plus de recherche à ce niveau-là serait utile aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question ici. Je voudrais juste revenir sur la notion d'obligation et de devoir d'aide et d'obligation d'aide, et peut-être plus spécifiquement, parce que je pense que c'est sous-entendu dans cette obligation-là, mais de l'obligation d'accueil, et du devoir d'accueil et de l'obligation d'accueil qu'auront chacun des populations qui ne pourront plus vivre peu ou prou dans leur environnement actuel. On parlait des îles, mais il y aura d'autres États, il y aura d'autres problèmes migratoires qui auront lieu. Peut-être qu'il faudrait anticiper ces obligations d'accueil, non seulement au niveau des États, mais des régions, des villes, des quartiers, voire de nos rues. Oui, très bonne question. Les vagues migratoires qu'on connaît actuellement sont vraiment minuscules par rapport à ce qui est en préparation. À cause des impacts environnementaux multiples liés au réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité, et ainsi de suite. Donc vous avez tout à fait raison d'insister sur l'aspect capital de cette question. On n'est absolument pas prêt en Europe, en Amérique du Nord, pour accueillir les vagues migratoires qui sont en préparation. Et en fait, nous allons exactement dans le sens inverse, avec un gros virage dans des politiques de droite, de fermeture des frontières, en croyant qu'en érigeant des murs, et en rendant beaucoup plus difficile l'accès à nos territoires, nous allons résoudre le problème, alors que ça va être tout le contraire. Ça va juste créer plus de tensions qui vont mener à plus de conflits, qui vont juste davantage envenimer les choses. Donc si on essaie de trouver une approche alternative, je pense qu'on peut passer par le droit cosmopolitique, qui a été théorisé notamment par Emmanuel Kant et d'autres philosophes avant et après lui. Avec cette idée aussi que quand on pense à la citoyenneté, nous pouvons avoir un niveau national de citoyenneté, mais nous avons également une citoyenneté mondiale et une citoyenneté globale qui nous donne des devoirs envers les personnes qui n'habitent pas sur notre sol, notamment lorsque ces personnes sont forcées à quitter leur lieu de vie en raison de nos modes de vie, en raison de nos politiques et en raison de toutes les injustices coloniales et de développement dont nous sommes les bénéficiaires. Je parlais du principe du bénéficiaire-payeur avant tout à l'heure, c'est également ça, nous bénéficions encore aujourd'hui de l'esclavagisation, de la colonisation. Cela crée une responsabilité spéciale, et cette responsabilité, nous devons la traduire non pas par des politiques d'extrême droite de repli identitaire sur nous-mêmes, mais plutôt en anticipant les grandes vagues migratoires qui vont venir, en développant nos capacités d'accueil pour les populations qui en auront besoin, étant donné qu'elles pourront tout simplement plus vivre là où elles sont actuellement, étant donné que les ressources ne seront absolument plus suffisantes. Donc je pense qu'en s'orientant vers le droit cosmopolitique, ici nous avons des nouveaux outils pour essayer de penser beaucoup de politiques, les politiques migratoires, mais également d'autres obligations que nous avons par rapport à ces populations. Donc je pense qu'un retour au cosmopolitisme, mais un cosmopolitisme
bien sûr post-colonialiste, où on ne pense pas en termes d'imposer de haut en bas nos normes, mais plutôt de codéfinir le vivre ensemble avec les populations qui sont en mouvement et qui vont l'être. Je pense que c'est vraiment dans cette direction que nous devons aller. Très bien. Et donc un petit mot pour terminer de Yann, et puis ensuite je donnerai la parole à la photographe pour qu'elle nous dise pourquoi elle a choisi cette photo pour illustrer notre table ronde. Donc Yann, peut-être ? Merci. Alors sur la question migratoire, il y a aussi des approches effectivement assez cyniques de ces questions-là. Il y a l'Australie qui a proposé d'accueillir un certain nombre de réfugiés climatiques provenant des îles du Pacifique où ils essayent d'avoir une zone d'influence. Et il me semble, mais c'est à vérifier, mais il me semble que il y a eu un changement de constitution pour le Tuvalu pour dissocier la notion d'État du Tuvalu de son existence physique avec l'idée de potentiellement avoir un État qui continue quand bien même la population habiterait ailleurs. Mais l'Australie en même temps a les pires émissions par personne des pays développés au sens de la CNUC et a une action environnementale qui est très très insuffisante, et en même temps il y a des questions évidemment d'influence de la part de l'Australie dans la zone Pacifique pour beaucoup d'autres raisons, et donc il y a ces accords qui se font, mais évidemment avec beaucoup de motivations diverses de la part des États. Et juste pour la question d'avant, il y avait aussi des objectifs de développement durable qui essayent de lier différents critères, notamment les questions de genre aussi et les questions environnementales. Mon expérience des ODD, c'est que c'est assez peu discuté et c'est assez peu politisé, mais aussi parce que ça a assez peu d'influence et de pouvoir de contrainte sur les États, par exemple comparé à l'accord de Paris. Et on voit plus de progrès quand c'est moins contraignant, malheureusement. Très bien, merci en tout cas vraiment à tous les trois. Et donc je donne la parole à Andrea Olga Montovani, pour qu'elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette photo pour illustrer la deuxième table ronde. Vous pouvez juste dire Andrea, hein, ça sera plus simple, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors là, pour recontextualiser cette photographie, on se situe, je suis à ce moment-là dans l'internat de foresterie de Białowieża, qui est le plus ancien internat de foresterie de Pologne. Et j'ai décidé à un moment donné, dans mon reportage, de me décentrer des activismes de la forêt et d'aller voir d'un autre côté de la jeunesse, plutôt ceux qui avaient la volonté de maîtriser la nature, de la sculpter, aussi de la comprendre, bien sûr, mais qui étaient plutôt dans une démarche de faire. Alors que ce que je vous racontais de cette forêt, Białowieża, sa philosophie, c'est justement l'homme n'agit pas dessus. Donc j'ai passé 3 semaines à vivre dans cet internat de foresterie. Et là, on se retrouve le soir. C'est un rituel en Pologne, c'est une danse qui est 100 jours avant le bac. En fait, c'est un peu comme la bar mitzvah dans d'autres cultures, qui est l'entrée en fait dans l'âge adulte, l'entrée dans l'âge responsable. J'ai utilisé cette photographie m'a appelée pour être sur ce sujet de l'échelle globale parce que ça parle à la fois d'être responsable. Quand est-ce qu'on devient responsable? Quand est-ce qu'on le ressent? Ça parle de liens parce qu'ils se tiennent tous la main. Et ça parle beaucoup d'hommes, parce que c'est le reste de ma série, on est quand même beaucoup dans la forêt. Là, on est beaucoup avec des humains, parce que notre responsabilité, on va dire, aujourd'hui, elle nous impute, à nous en tant qu'humains dans le vivant, pour la première fois depuis l'histoire de la Terre. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photographie. Et aussi parce qu'elle a été un moment important dans mon séjour, dans ma vie là-bas. J'ai aussi compris que je suis arrivée, alors pourtant c'est ce qu'on essaie de jamais faire en tant que journaliste, mais avec des a priori, en pensant que ces personnes-là cherchaient vraiment à contrôler la nature et qu'il fallait être dans cette démarche de laisser faire, la voir évoluer. Et j'ai compris en fait qu'en réalité, ils l'aimaient tout autant que les activistes, parce qu'ils passent leur journée entière en forêt à apprendre plein de choses dessus, et que l'enjeu,
peut-être au niveau global, c'est de trouver un langage commun qui peut être à travers le droit. Alors moi, je parle plus de choses que je ressens et de sensibilité commune. Mais voilà, j'ai juste pas la réponse. Mais c'est comment on va chercher, nous, en tant qu'humains, une sensibilité commune. Voilà. Et entre eux et les activistes, il n'y a pas tant que ça de différence. Ils avaient la même sensibilité. Et ça m'a beaucoup détourné, moi aussi, dans mon regard. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les trois. Et on se retrouve à 14h, donc avec la 3e et la 4e table ronde.